Le CLS, Cercle de lecture sociale. Lire c'est dire. Dire c'est commencer de faire. Rejoins le canal Telegram. Info sur www.libradio.org. Correspondance de la famille Millet, épisode 1. Alix Payen, née Millet le 18 mai 1842 au Mans et morte le 24 décembre 1903 à Paris, est une ambulancière communarde. Elle est connue pour la correspondance qu'elle a entretenue avec sa famille et qui a été publiée après sa mort. Issue d'une famille bourgeoise, républicaine et fourriériste, Alix Payen grandit en Savoie et s'établit en 1861 dans le 10e arrondissement de Paris, après s'être mariée à l'âge de 19 ans à Henri Payen, un sergent de la Garde nationale. La guerre de 1870 contre l'Allemagne perdue, la Garde nationale participe à l'insurrection de la Commune de Paris et subit un siège de l'armée régulière dite versaillaise. Alors que son époux part combattre aux côtés des insurrectionnels, Alix Payen le suit. Elle s'engage comme ambulancière au sein du 153e bataillon de la 11e Légion. Durant son engagement, Alix Payen maintient une correspondance régulière avec sa famille. Avec un œil bourgeois, elle décrit les conditions difficiles, le manque de vivres ou d'équipements. Elle raconte les affrontements comme la vie au sein de son bataillon. À Paris, intramuros, sa mère et sa sœur témoignent également de leur quotidien sous la Commune. Ces lettres, rares témoignages contemporains, rendent compte de la participation des femmes au combat et de la place qu'elles y eurent, ambiguë, entre l'outrepassement d'un espace réservé aux hommes et l'acceptation de la domination masculine, à travers les devoirs imposés à l'épouse qui suit son mari. Après sa mort, sa correspondance est publiée en 1910 par Paul Millet, son frère, au sein d'une biographie familiale dans les Cahiers de la Quinzaine, dirigée par Charles Péguy, puis également en 2020 dans un ouvrage que lui a consacré Michel Audin. Vous trouverez d'ailleurs beaucoup d'informations sur la Commune de Paris sur le blog de Michel Audin, qu'il s'appelle macommunedeparis.com. Je vais commencer la lecture par une lettre de la jeune sœur d'Alix, Louise Millet, qui a 17 ans en 1871. Des échos du siège, des bombardements prussiens, du rationnement et de la journée du 22 janvier, place d'Hôtel de Ville. Louise Millet à son frère, 23 janvier 1871. Voici 2 nuits que nous couchons chez Alix. La nuit précédente, maman n'avait pas pu dormir à cause du bruit des obus. Puis tout le monde déménage de la maison et tous nous conseillent de partir. Nous nous sommes décidés au grand déplaisir de papa. Enfin, puisque c'est une nécessité. Rosalie va chercher notre maigre ration de pain. Les affaires politiques ne marchent pas bien. Hier, nous quittions notre appartement chargé de paquets. Nous savions que l'omnibus ne part plus que de la fontaine Saint-Michel à cause des bombardements. Là, on nous dit qu'il ne marche plus du tout. On craint que les voitures soient renversées pour faire des barricades. Impossible de passer sur le pont Saint-Michel. Nous faisons un grand détour, mais il y avait une foule de brancardiers qui allaient et de blessés qui revenaient. Bien des gens, tombés dans la bousculade, étaient tout beurrés de boue. Le bataillon de Belleville était allé libérer Florent, emprisonné à Mazas. Il voulait renverser le gouvernement et proclamer la Commune. On a pillé 2000 rations de pain dans les boulangeries municipales. Cela va priver bien des pauvres gens. On criait « À bas Trochu !» Il a été obligé de donner sa démission de gouverneur de Paris. C'est Vinoy qui a pris sa place. On ne gagne pas beaucoup au change. Le bataillon de Belleville voulait la Commune. Les mobiles bretons défendaient Trochu et ils se sont tirés des coups de fusil. Il y a eu 20 morts et 40 blessés. C'est vraiment triste de voir qu'on se tue entre Français. Trochu n'a plus la confiance de personne. Il a parlé et agi de façon à épouvanter la population et à semer le découragement. L'armistice de 2 jours qu'il demandait pour enterrer les morts et enlever les blessés lui ont été refusés. De chez Alix, nous entendons bombarder Saint-Denis. Il nous faudra peut-être déguerpir bientôt, on n'est en sûreté nulle part. J'ai vu passer l'autre jour des prisonniers prussiens. Ils étaient tout jeunes et avaient des mines de galériens. Lettre numéro 2. Alix Payen à son mari. Paris, 24 janvier 1871. Cher Henri,
Je t'écris sans courage, puisque mes lettres ne t'arrivent pas. J'ai grande envie de te voir et je suis triste comme un bonnet de nuit. Dimanche, on s'est tiré des coups de fusil à l'hôtel de ville. Le remplacement de Trochu par Vinoy ne contente personne. Ce n'est pas là un changement, puisqu'ils combinaient toujours ensemble leurs opérations. On entend dire tout haut que les généraux, qui n'avaient pas de canon à Montretout, ont bien su en trouver pour les braquer sur l'hôtel de ville. En effet, il y avait là un appareil de mitrailleuse qu'on eût mieux aimé voir tourner contre les Prussiens. Je vois qu'il faut rabattre de ma confiance dans le gouvernement. Les généraux n'ont qu'un désir, capituler. Ils ne veulent pas voir que les mobiles et les gardes nationaux sont devenus de vrais soldats. La proclamation de Vinoy rend trop évident son peu d'espoir de nous sauver. Ah, si Gambetta était ici, je crois qu'il secouerait tout ce monde-là et donnerait un peu de son énergie aux plus mous. Je suis pleine d'idées noires. Si Paris capitule, les gardes nationaux seront emmenés prisonniers de guerre. Cher Henri, je compte sur toi. Même si ton bataillon tout entier se rendait, ne te rends pas. Défends-toi jusqu'au bout, quitte à être tué. De mon côté, je te le promets, je tuerai le premier de ces assassins que je rencontrerai dans Paris, bien sûr de la mort qui m'attend. Au revoir, mon chéri bien-aimé. À bientôt, j'espère. Tâche d'avoir une permission d'un jour. Je t'embrasse bien tendrement. Ta pauvre délaissée, Alix. Lettre numéro 3. Madame Millet à Monsieur Félix Millet. Paris, 7 avril 1871. Nous sommes bloqués, mon cher ami, presque comme au temps du siège. Je ne quitterai pas Paris avant que les hostilités aient cessé. Assez de sang. On parle de 7000 morts. À Versailles, on fusille les prisonniers, on commet 1000 horreurs. De son côté, la Commune a pris des otages. On pille les couvents. Une fois lancé dans cette voie, où s'arrêtera-t-on? Les membres de la Commune s'emprisonnent les uns les autres, assis est en prison. Le canon a cessé de tonner aujourd'hui. Les Parisiens restent sur la défensive, c'est ce qu'ils auraient toujours dû faire. Tu sais sans doute que Flourens est tué, ainsi que 2 autres généraux fédérés. Nous avons été bien inquiets de M. Delbrouck. Il s'est trouvé sous le feu du Mont Valérien et venait de quitter Flourens à Rueil, un instant avant sa mort. Paul va bien. Il a bien de la peine à concilier son service et les concours aux beaux-arts qui continuent quand même. Les deux en souffrent. Cela lui fait une vie bien fatigante. Je ne suis point de trop auprès de lui. Nous t'embrassons tous tendrement. Lettre numéro 4. Alix Payen à Monsieur Millet, son père. Lundi 10 avril 1871. Cher père, on fait courir en province les bruits les plus effrayants sur Paris. Nous n'avons pourtant rien pillé ni tué, quoi qu'en disent les Versaillais. Ces abominables communeux ont brûlé solennellement la guillotine l'autre jour. Ils sont superbes d'entrain, de conviction, tous ces bataillons. Quelle leçon pour Trochu! Cependant, les amis de l'ordre ont une tendance irrésistible à franc-filer. Hier, nous sommes allés, Louise et moi, voir le bombardement des Champs-Élysées. C'est comme pendant le premier siège, une foule énorme de curieux. Chacun dit « C'est folie de s'exposer ainsi inutilement, mais cela n'arrête personne. » L'Arc de Triomphe a reçu plusieurs obus. Heureusement, jusqu'ici, les sculptures sont intactes. Nous suivions une rue parallèle à l'avenue lorsqu'un obus est tombé si près de nous que tes 2 filles ont détalé vivement. Nous avions regret de ne pas ramasser un éclat, mais j'avais Louise sous ma garde. Il y a eu un certain nombre de victimes dans l'avenue. En revenant, nous avons vu un magnifique et bien triste cortège. 5 chars funèbres, ornés de drapeaux rouges, sont venus à l'ambulance du Palais de l'Industrie chercher les cadavres des gardes nationaux. Il y avait une foule considérable. Le deuil était mené par quelques membres de la Commune, ceints de l'écharpe rouge. Les tambours faisaient entendre leur roulement lugubre, puis la musique jouait une marche funèbre, à laquelle les obus faisaient un accompagnement plutôt émouvant. Une foule immense était là, immobile, silencieusement recueillie, quand une salve de mitraille tombée près de l'Arc de Triomphe sembla donner au cortège le signal du départ.